New York, Sabrina Quagliosi. Le Grand Journal de New York, dernière partie. On évoque à présent les relations entre le secteur tech et le président américain Donald Trump avec notre invité Jonathan Moyal. Merci d'être avec nous, fondateur d'Oliver. On revient sur votre société dans quelques instants, votre start-up dans quelques instants. D'abord, ces relations, elles sont un petit peu compliquées. Retour à la campagne, tiens, parce qu'on le sait bien, ça a été quand même une surprise pour pas mal de monde, pour le secteur de la tech qui n'avait pas caché ses sympathies vis-à-vis de Hillary Clinton. Rappelez-nous un petit peu les faits, là. La tech est... Oui, donc merci de m'avoir invité. Oui, en effet, c'est bien compliqué, surtout sur la Silicon Valley. La Californie et New York, on sait très bien, c'est pas les plus grands fans des partis républicains de manière générale. Ouais. Pendant la campagne, on pensait tous, moi le premier, que Donald Trump ne serait pas élu. Je suis même venu sur ton émission et j'ai dit en octobre que Donald Trump ne serait pas élu. Donc comme d'habitude, quand il y a deux candidats, les business en général ne se prononcent pas. Mais cette fois-ci, à chaque fois que Donald Trump faisait un discours, disons un petit peu limite, les sociétés tech de la Silicon Valley se sont mêlées à l'histoire politique. On le sait bien aussi, quasiment tous les grands donateurs de la Silicon Valley ont participé à la campagne d'Hillary Clinton. Et donc, résultat, le 8 novembre, grosse surprise pour tout le monde, fracas pour la Silicon Valley qui, après tout, c'est quand même d'abord des business. Qu'est-ce qu'on fait en tant que business quand ça fait 6 mois qu'on décrédibilise le président entrant? Eh bien, première étape, en janvier, il y a eu une grande réunion ici à New York, à Trump Tower, à quelques rues d'ici, avec tous les grands PDG. Ouais, on en a beaucoup parlé là, ça a fait le tour de cette réunion un petit peu. On n'avait pas l'habitude encore, maintenant on a un peu l'habitude, il reçoit tous les patrons, c'est un petit peu, ça va être quel secteur aujourd'hui. Mais effectivement là, c'était la première grande réunion avec tous les patrons du secteur tech, il y avait une belle brochette. Il y avait Apple, Facebook, Google, des gens qui ne se sont jamais cachés de ne pas être fans du candidat et qui aujourd'hui, étant PDG, ils ont un enjeu qui est de pouvoir travailler avec le président. Alors bien sûr, il y en a qui ont été plus loin que d'autres. Elon Musk de Tesla et Travis Kalanick de Uber sont désormais sur le conseil économique de Donald Trump, ont été fortement critiqués parce que après cette réunion, gros renversement, c'est que les communautés d'utilisateurs à qui on avait dit non mais la tech c'est pas comme tous les autres business, on n'est pas que là pour l'argent, on a aussi des morales, une éthique, et ben maintenant on les voit assis à table avec le président entrant et c'est quand même difficile et c'est sensible parce que d'un côté il y a le business, beaucoup de ces entreprises travaillent avec le gouvernement, travaillent des fois... notamment Tesla. Qui dépend non seulement des contrats du gouvernement, qui dépend aussi de la politique environnementale du gouvernement. Uber aussi, qui travaille avec tous les gouvernements locaux. Google, bien sûr, Palantir, toutes ces boîtes-là. Et donc, très compliqué pour eux de se mettre dans cette réunion. On jouait la carte du fair play. Et c'est le président de tout le monde. On va lui donner sa chance, voilà. On va lui donner sa chance. Et bien sûr, 2 semaines plus tard, encore un renversement, parce que, bon, maintenant on en a bien parlé, je ne vais pas rappeler tous les faits, il y a eu un décret du président déclarant qu'on allait changer les règles de l'immigration pour être... C'est vraiment, ça fait l'effet d'une bombe. Et on en parle encore aujourd'hui, un petit peu moins parce que tous les jours il y a quand même des annonces, des effets d'annonces qui font oublier entre guillemets, mais c'est toujours là ce décret. Expliquez-nous. Exactement. Et le problème c'est que, le problème ou je dirais même une opportunité pour les compagnies tech, c'est que pour le moment les propositions business et éthiques sont alignées, c'est-à-dire que ces compagnies-là étant fortement employeurs d'immigrés, de gens qui sont là de façon complètement légale, ont le droit, ont une raison commerciale, économique de se prononcer contre ce décret. Et là, on a vu le renversement où le fondateur de Google lui-même était dans une manifestation à San Francisco, à l'aéroport, qu'il a été interpellé par un journaliste et il a dit « Moi-même, je suis réfugié, je suis immigré. » Donc, c'est là que la tech se reporte sur elle-même, cette image de la tech,
entre guillemets gentil, qui a une éthique, qui a une morale. Mais maintenant, le problème pour nous tous, entrepreneurs, et pas que dans la tech, mais le problème pour nous tous, je dirais à titre personnel, c'est l'incertitude. Ouais. Avec ce président, contrairement aux autres, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et quand on ne sait pas à quoi s'attendre, vous savez, on dit souvent que les entrepreneurs, c'est la résilience dans toutes les situations, on se réinvente, on trouve une solution. C'est vrai, si on sait où on va, si on sait un basculement, un changement, ça arrive tous les jours, on sait le gérer. Aujourd'hui, le problème concrètement, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas lesquelles de ces politiques économiques vont passer, on ne sait pas s'il va changer d'avis, on ne sait pas sur l'immigration, est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un à l'étranger. De notre part, on travaille dans l'immigration, il y a les quotas des H1B qui vont arriver le 1er avril, on ne sait même pas si ces quotas-là vont être maintenus. Les H1B là, pour ceux qui connaissent pas forcément. Les H1B, c'est les visas de travail. Ouais. C'est le visa classique que beaucoup d'entreprises utilisent pour embaucher des gens à l'étranger. C'est un visa temporaire de 5 ans et il a un quota de 65 000 visas par an. Donc tous les ans... 65 000 65 000. Tout pays confondu Tout pays confondu. D'accord. Voilà. Et ça fait beaucoup. Ou ça fait beaucoup, ça fait, il y a 400 000 applications à peu près, donc ça fait qu'on en tire au sort 65 000. C'est un tirage au sort. Ça fait pas beaucoup. Ça fait pas beaucoup. Et les compagnies tech s'en plaignent beaucoup parce que on n'a pas assez d'ingénieurs aux États-Unis. C'est pas un secret. Hein. On a besoin d'ingénieurs qui viennent. On a besoin d'ingénieurs. La guerre des talents, c'est ça. Ouais, exactement. C'est pas du tout un secret, c'est pas un cliché. Et donc là, voilà, c'est le flou total. C'est le flou total. Et même nous, chez nous, on a une employée qui est sur un visa NAFTA, qui est le visa c'est le visa TN, mais qui vient de l'accord NAFTA entre le Mexique et les États-Unis. On ne sait pas si la NAFTA va être renégociée ou pas, et je ne sais pas si ma collaboratrice sera encore avec nous dans 3 mois. Alors vous pouvez imaginer pour nous en tant qu'entrepreneurs, c'est incroyablement difficile de se poser ce genre de questions et déjà avec tout ce qu'on a. Comment on navigue alors? Comment vous faites là le matin? Vous vous levez, vous regardez on regarde BFM TV. La télé, BFM bien sûr. Et voilà, qu'est-ce que Monsieur Trump va nous dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous faire? Quelles mesures? Quel secteur? Et donc c'est ça, c'est au jour le jour et on essaie de pas trop regarder. C'est ça qui est difficile, c'est au jour le jour et on le voit avec les entrepreneurs et avec les CEO de la Silicon Valley. Hier même, Travis Kalanick de Uber, ou alors c'est Elon Musk, je ne suis plus sûr, vous pourrez vérifier, mais un des deux a tweeté qu'il était contre le décret anti-immigration, a enlevé le tweet 15 secondes plus tard, mais bien sûr pas avant qu'un journaliste l'ait attrapé parce que on est en 2017 quand même. Donc même eux ne savent pas aujourd'hui où il faut se positionner. Est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'il faut en parler? Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 60 millions plus de personnes qui ont voté pour Donald Trump dans ce pays. Ces personnes-là travaillent dans tous les secteurs, travaillent même dans nos sociétés à nous. Donc de manière générale, on a tendance à dire au bureau, on ne parle pas politique. Ça, on est d'accord. Ça fait partie des choses. On ne parle pas d'amour et on ne parle pas de politique. On évite ces sujets, effectivement. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme toutes les décisions qu'il prend au jour le jour impactent notre quotidien, et on est obligé de parler politique. Et on le fait. Et là-dessus viennent s'ajouter des rumeurs. Les rumeurs, des fake news, Donc voilà, est-ce que c'est rumeur? Est-ce que c'est fake news? On a maintenant l'habitude du fake news, chose qui n'existait même pas il y a 6 mois. Donc maintenant, quand il y a un article, il faut aller chercher 4-5 sources pour savoir si c'est vrai. Donc les rumeurs qui tournent dans les secteurs, dans tous les secteurs, en immigration, c'est sûr. On le voit nous-mêmes avec nos clients. Des rumeurs qui sont d'une absurdité que je ne les répéterai même pas pour peur que ce soit que ça passe dans un fake news quelque part. Donc des rumeurs dans tous les sens, mais même dans la tech, même au niveau économique, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc il n'y a plus de plan. En tout cas, pour les petits entrepreneurs, je ne sais pas si les fondateurs de Google ont un appel direct avec le président, ils en savent certainement plus que moi. Mais nous, les petits entrepreneurs, ici à New York, en Californie, on ne sait pas, on fait comme on peut, on essaie d'avancer. A priori, l'économie va plutôt bien puisque la bourse continue à augmenter. Là, je pense que la bourse Wall Street, effectivement, on est sur des niveaux records, on ferme les yeux, voilà. Ils ont l'air sereins. Pourtant, Wall Street qui n'aime pas l'incertitude, là, pour le coup. Pourtant, on sait, mais nous, de notre côté, l'incertitude, surtout pour les petites structures, surtout pour les structures qui ont des employés qui viennent d'autres pays, surtout pour les structures qui ne peuvent pas se permettre des comptables à des millions de dollars pour savoir qu'est-ce qui va changer, Obamacare, pas Obamacare, les taxes, pas les taxes. Là, je suis en train de faire mes impôts
très honnêtement, on a du mal à savoir où il faut se Ça sent positionner. grand chose, ouais. Donc, mais surtout, en fait, c'est ça, c'est que la vitesse à laquelle les réformes sont faites, c'est du jamais vu. Et ça, c'est nouveau pour nous aux États-Unis. Ouais. Contrairement à d'autres pays où chaque fois qu'il y a un président entrant, on enlève tout, on recommence. Ici, en général, il y a un minimum de continuité. Donc la vitesse à laquelle les choses changent, c'est angoissant pour nous parce qu'on ne pensait pas, très simplement, on va reprendre l'exemple du décret d'immigration. Même nous, dans l'immigration, on ne pensait pas que ça se ferait si vite. Mais alors justement, Jonathan, là, vous, l'immigration, c'est votre truc, donc expliquez-nous rapidement ce que vous faites, fondateur d'Oliver. Donc Oliver, c'est une boîte qui a pour objectif d'aider les gens à obtenir un visa pour les États-Unis. Ah, voilà. bah voilà. On voulait le sourire quand même. Disons que les gens ont plus besoin d'aide aujourd'hui. Ouais. Donc on profite un peu de ce fait, même si bon, on n'en est pas particulièrement content. Ouais. Mais donc voilà, notre rôle, c'est de simplifier le processus, d'aider les gens à avoir leur visa, à obtenir leur visa de façon plus efficace, sans casse-tête et plus sereine de manière générale. Donc pour nous, nos clients, bon, je vais vous donner un exemple encore une fois, le lendemain du décret d'immigration, dans certains pays, pour avoir le visa, il faut avoir un entretien à l'ambassade et avant ça, un autre entretien dans un autre immeuble qui s'appelle la ASC. Jusqu'à le vendredi où on a changé les règles, cet entretien n'était pas obligatoire dans beaucoup de pays pour les gens au-dessus de 66 ans. Ces règles ont changé vendredi. Nous avions une vingtaine de clients qui étaient en processus, donc qui avaient déjà fait un entretien, qui ne pensaient pas en avoir à faire un autre. Pendant une semaine, au téléphone avec les ambassades ne pouvaient pas nous dire quelles étaient les règles. Les ambassades elles-mêmes, les consulats ne connaissaient même pas parce que le flou total s'était répandu. Donc il y a certaines ambassades qui nous disaient oui, il faut un entretien. Il y a d'autres ambassades qui disaient non, c'est pas la peine. Nos clients qui ne comprenaient rien, les pauvres, déjà nous on était là soi-disant pour simplifier, on savait pas quoi leur dire. Donc voilà, ce sont des choses comme ça tous les jours. En immigration, j'imagine encore pire, mais de manière générale tous les jours avec nos clients, avec les autres business avec qui on travaille. Je reviens d'un voyage à l'étranger, on m'a dit, nous, les deals avec l'Amérique, on ne fait rien pour l'instant, parce que on ne sait pas quelles vont être les règles. Est-ce qu'il va y avoir des taxations à l'entrée, à l'export? On ne sait rien. Donc voilà, j'étais à Bogota il y a même pas quelques jours, rendez-vous avec des collaborateurs qui m'ont dit, on va attendre. Donc voilà, on est en attente perpétuelle et tout est gelé. Pour les Français, là, quelles sont les conséquences pour le moment? A priori, pour le moment, pas grand-chose. A priori, Donald Trump n'a rien fait qui pourrait affecter les Français. Les visas que les Français ont tendance à utiliser, les H1B, les L1, des visas de ce type-là, n'ont toujours pas été changés. A priori, pas encore. Très honnêtement, c'est une question qu'on me pose quasiment tous les jours. Moi, la réponse que je donne quasiment tous les jours, c'est... Dépêchez-vous. Je n'en sais rien, dépêchez-vous. Allez faire un visa si vous êtes vraiment inquiet, si vous avez vraiment beaucoup de voyages à faire aux États-Unis. Faites un visa, ça vous fera pas de mal, au moins vous l'aurez. Il y a un visa touriste qui est possible pour les Français. Et l'ESTA dans tout ça? Parce que alors, ça, c'est encore autre chose. Là aussi, il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des rumeurs qui circulent. Donc, la semaine dernière, il y a un ministre en Belgique qui aurait dit que le statut de la Belgique dans l'ESTA, donc l'ESTA, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Visa Waiver Program. C'est pour que les 36 alliés les plus proches des États-Unis n'aient pas besoin de visa pour venir passer du temps en Amérique. Ils ont jusqu'à 3 mois, c'est automatique, il n'y a pas de visa. Ce programme-là donc a toujours été assez ouvert. C'est la France, l'Angleterre, ce genre de pays. Et il semblerait que peut-être la Belgique, en tout cas, serait dans le collimateur du gouvernement américain et serait peut-être enlevée de l'ESTA d'ici énorme, c'est énorme. Mais le problème, c'est, je suis d'accord que ça serait énorme, mais on n'en sait rien. C'est ça qui est fou. C'est que ce sont des nouvelles qui sortent, des rumeurs qu'on a entendues, un journaliste qui a oui dire, un ministre qui aurait peut-être dit quelque chose alors qu'il aurait peut-être pas dû. Ça c'est encore. Mais du coup ça, la répercussion, les conséquences sur votre business à vous, mais ça on peut dire c'est énorme. Ça serait énorme. Ça c'est sûr que si demain. Vous êtes prêts ou nous on est prêts. Si quelqu'un a besoin d'un visa pour les États-Unis, n'importe où dans le monde, on est capable d'aider. Aujourd'hui, on fait très peu de business en Europe, ce que vous pouvez imaginer, puisqu'il y a très peu de visas européens pour les États-Unis.
Mais ça ordre peut de grandeur, changer, c'est 15 000 visas en France et 2,7 millions en Chine. Donc voilà, c'est pas le même différent, business. ouais. Ce qui peut changer très vite. Si demain l'ESTA est remis en question, je veux quand même rassurer les gens. A priori, la France il n'y a aucune raison de penser que l'ESTA serait remis en question. Mais voilà, nous on se prépare. Nous on est prêts, on a des campagnes publicitaires prêtes pour les métros parisiens demain si nécessaire. Ouais. Ah ouais, non, quand même carrément, pas, ouais. mais on y pense. Non, on se prépare parce que en fait ça devient ça. Voilà, en tant qu'entrepreneur, ça devient un jeu de est-ce que je peux me préparer à toutes les éventualités en espérant qu'on atterrisse dans une de ces éventualités-là. Et on ne sait pas. Je vois Donald Trump sur un des écrans derrière moi, breaking news. Et là, je sais même dégouliner tout d'un coup. Là, qu'est-ce qu'il dit encore? Je suis angoissée. Qu'est-ce qu'il dit? De quoi il parle? Est-ce que ça va m'affecter en tant que businessman, en tant qu'Américain? Eh ben, vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup. Très, très intéressant, passionnant même. On n'a pas fini d'en parler. Je pense pas. Je pense qu'on a 4 ans de discours. À très bientôt. Merci. Allez, c'est la fin de ce grand journal de New York. On se retrouve la semaine prochaine. Restez avec nous sur BFM Business.